La Côte d'Ivoire envisage de relever le niveau de son actionnariat au capital de la BAD et aussi de renforcer son pouvoir de vote au sein de l'institution bancaire. C'est entre autres l'un des points abordés lors du Conseil des ministres ce mercredi au Palais présidentiel au Plateau. Le réseau ivoirien de suivi et d'évaluation initie depuis hier au Plateau les journées ivoiriennes de l'évaluation JE 2015. La tenue de l'événement fait suite à la décision de l'ONU qui a décrété 2015 année internationale de l'évaluation. Dans ce journal, le point de la cérémonie d'ouverture. Dans l'actualité sanitaire, ces résultats encourageants pour les tests cliniques d'un antiviral japonais dans la lutte contre Ebola en Guinée. Les indices d'efficacité ont été relevés. Cette nouvelle donne devrait contribuer à enrayer la progression du fléau. Et puis, toujours à l'étranger, après 10 mois de conflit et plus de 5000 morts, les dirigeants ukrainiens, russes, français et allemands se rencontrent ce mercredi à Minsk, en Biélorussie, pour tenter de mettre sur pied un cessez-le-feu durable dans l'est de l'Ukraine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également, ce soir, la tribune économique de la rédaction EcoPlus s'intéresse ce soir au forum Diaspora for Growth, une plateforme mise en place par le gouvernement en vue de mettre à profit le potentiel socio-économique de la diaspora ivoirienne. Toute la substance de ce sujet à suivre dans EcoPlus, ce sera dans quelques minutes. Tout d'abord, la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara a échangé hier avec Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Énergie pour l'Afrique. Un entretien qui a porté sur un programme d'électrification de tout le continent africain, un programme d'électricité pour tous. La précision d'Alvorassa. La France veut aider le continent africain à poursuivre efficacement son processus d'électrification les années à venir. La Côte d'Ivoire, avec un taux de couverture d'électricité estimé à 42% et l'accès à l'électricité estimé à 78%, selon le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, donne l'exemple. D'où cette visite de l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo, président du programme Énergie pour l'Afrique, venu prendre des conseils auprès du président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit de mettre en place cet organisme, de travailler pour cet organisme, car l'énergie, vous le savez, est un élément décisif du développement, de l'éducation, de l'accès à l'eau, de l'accès aux soins, des activités en général et de l'accès à l'agroalimentaire. Pour la mise en œuvre de ce programme, des réunions techniques d'experts et des réunions de haut niveau entre les pays africains d'abord et entre l'Afrique et la France ensuite vont se tenir pour une meilleure planification de ce programme énergie pour l'Afrique. Place maintenant à EcoPlus qui s'intéresse ce mercredi à la diaspora, une force à capitaliser pour le dynamisme de la croissance économique. Depuis le 2013, le gouvernement ivoirien se préoccupe de mettre à profit le potentiel socio-économique de la diaspora ivoirienne. Une plateforme a donc été créée, le Forum Diaspora for Growth, un espace d'information et d'échange pour canaliser le savoir-faire de ces Ivoiriens de l'étranger. Le but ultime est d'en faire une force motrice au service de l'émergence à l'horizon 2020. La diaspora ivoirienne, c'est environ 1 500 000 personnes. En 2012, elle a transféré plus de 170 milliards de francs CFA au pays. C'est un sujet signé Noël Niagno. L'émergence, une vision économique, sociale et politique aux exigences multidimensionnelles à maîtriser et à apprivoiser. Dans ce processus, la Côte d'Ivoire a ciblé la diaspora comme une composante à intégrer au regard de sa nature. Une diaspora, c'est celle qui quitte son pays, qui s'intègre dans le pays d'accueil et maintenant qui acquiert de l'expérience, qui acquiert de la connaissance et puis maintenant qui transfère cette connaissance un peu dans le pays d'origine. C'est comme ça que vous voyez un peu les Chinois. Contrairement à la diaspora chinoise, le phénomène en Côte d'Ivoire est récent. La communauté ivoirienne au Canada est très récente puisque la Côte d'Ivoire n'était pas un pays d'immigration au départ. Des années 60 jusqu'en 80-90, on trouvait tout notre bonheur ici. Les vraies migrations ont commencé en 1980 et que nous sommes à la 3e génération d'Ivoiriens en Italie. En volume, elle représente la 2e diaspora européenne puisqu'il y a plus de 30 000 Ivoiriens installés dans ce pays avec une prédominance dans les zones nord qui sont les zones industrielles. Comment tirer avantage de cette diaspora et en faire une force motrice de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 ?
Voilà le fondement du forum Diaspora for Growth. Diaspora for Growth vient entériner le caractère inclusif, la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En effet, c'est en mettant au service de la Côte d'Ivoire les efforts communs de tous les enfants et amis de la Côte d'Ivoire que nous parviendrons à réaliser ensemble cette noble ambition. 2013, Paris donne le la. 2015, Abidjan enfonce le clou avec un engouement certain. L'année dernière, il y a 2 ans, nous avons fait 300. Aujourd'hui, nous sommes 1250, donc 400 qui viennent de l'extérieur. Donc rien qu'au nombre de la mobilisation, on peut dire qu'il y a un changement, il y a un engouement, il y a un intérêt. Comment mobiliser le capital humain? Quels sont les mécanismes de facilitation de l'investissement avec un élément catalyseur, la gestion des informations à mettre à disposition, la diaspora? Si vous n'avez pas accès à l'information, vous êtes complètement coupé. Aujourd'hui, vous avez en ligne sur le site du ministère du Budget l'ensemble du budget de l'État où vous pouvez voir toutes les lignes à marcher. Vous pouvez voir tous les projets que le gouvernement souhaite mettre en œuvre au cours de l'année 2015. Et cela est une mine d'informations. C'est des stands qui viennent donner d'informations au niveau de l'immobilier aux diasporas. Le deuxième, c'est le financement. Quels sont les systèmes de financement qui sont en cours, qui sont en Côte d'Ivoire? Quels sont les mécanismes qui sont là? Comment ouvrir un compte en banque? Quelles sont les conditions? Comment faire des transferts à partir de l'endroit où on est? Le pôle ensuite emploi. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire elle-même en tant qu'administration offre comme emploi aujourd'hui? Quels sont les concours administratifs qui sont là? Et ensuite, au secteur privé, quelles sont les offres qui existent aujourd'hui? En tant qu'investisseurs, fournisseurs de services, ce sont des gens qui ont acquis une expérience à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Cette expérience peut être bénéfique à la Côte d'Ivoire. Ils peuvent apporter des standards, ils peuvent relever la compétition aussi, mais aussi ils peuvent établir certaines bases pour que les autres investisseurs qui sont peut-être ici déjà puissent se mettre en partenariat avec eux. Autre facteur mobilisateur, la sécurisation des investissements. Cette sécurité juridique-là, elle est très importante parce que quand vous venez dans un pays, même si c'est votre pays et que des années après, vous revenez, il faut que vous soyez au fait des mécanismes juridiques dont vous pouvez vous servir pour asseoir une affaire. Une illustration de cette sécurisation, les titres publics. Ils bénéficient de la garantie souveraine de l'État. Ça veut dire que si vous souscrivez à ce titre, vous êtes sûr à 100% d'être remboursé, l'État étant infaillible. Deuxièmement, c'est un investissement sûr et rentable. Les taux d'intérêt varient de 3,75 à 6,50. Sur le marché, les comptes d'épargne sont rémunérés au plus à 3,50. Seulement voilà, l'exploitation de ces moyens d'investissement nécessite la levée d'un handicap. Quand on est aux États-Unis, qu'on veut investir en Côte d'Ivoire, on a des contraintes qui sont dues aux lois américaines qui ne vont pas de pair avec les lois sur la finance dans le système de l'UEMOA. C'est 2 systèmes qui ne se touchent pas du tout. Et donc pour aider les Ivoiriens qui vivent aux États-Unis, en Amérique, je l'ai dit en général, à investir dans leur pays, il va falloir créer un pont qui relie un peu ces 2 systèmes-là. Donc jusqu'à aujourd'hui, la seule possibilité que nous avons, c'est de venir ici avec son argent et puis investir. Mais il aurait été plus simple si on pouvait avoir un système bancaire qui favorise les Ivoiriens de la diaspora américaine. Par exemple, si une banque ivoirienne pouvait être établie aux États-Unis, de sorte à ce que quand nous déposons nos avoirs là-bas, nos avoirs sont disponibles ici, et donc automatiquement nous avons accès au système de crédit de l'UEMOA ou bien au système de crédit de cette banque-là. Je crois que ça aiderait beaucoup à booster les investissements de la diaspora américaine en Côte d'Ivoire. Pour les défis de l'émergence, la diaspora a reçu le basique. L'exploiter, le faire prospérer. Voilà le nouveau challenge que la diaspora ivoirienne doit relever pour être comme la diaspora chinoise, le ferment de la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. Voilà, c'était EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. Le réseau ivoirien de suivi et d'évaluation RISE organise depuis hier au plateau les journées ivoiriennes de l'évaluation JIE 2015. La tenue de l'événement fait suite à la décision de l'ONU qui a décrété 2015 comme Année internationale de l'évaluation. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Toikeus, le compte-rendu de Jean-Louis Bango.
L'évaluation au cœur des enjeux de l'émergence. C'est autour de ce thème que se sont ouvertes les premières journées ivoiriennes de l'évaluation. 3 jours de sensibilisation, de plaidoyer, de réflexion et d'échanges avec les acteurs nationaux et experts venus d'ailleurs. Il s'agit de journées ouvertes au grand public et surtout aux décideurs, afin que chacun s'aperçoive de l'importance de l'évaluation dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de développement. La déclaration de 2015 par les Nations Unies comme année internationale de l'évaluation permet de rappeler le rôle crucial que joue l'évaluation en appui aux objectifs de développement des pays. Même si 2015 n'avait pas été décrétée année internationale de l'évaluation, le devoir moral et notre redevabilité vis-à-vis des populations pour lesquelles nous travaillons avec les gouvernements nous auraient quand même commandé qu'on se pose la question de savoir où en sommes-nous par rapport à ces objectifs du millénaire. Ces journées visent globalement à sensibiliser les acteurs publics, parapublics et privés, ainsi que les communautés de base sur la nécessité de suivre et d'évaluer leur activité afin de contribuer efficacement à la vision Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. La rencontre que vous organisez nous invite en toile de fond au changement de comportement, afin que dans une démarche pédagogique et heuristique, nous amenions nos services à suivre et évaluer les actions de développement pour le bien du peuple. 4 panels et 7 ateliers meublent ces premières journées ivoiriennes de l'évaluation qui referment leurs portes ce jeudi 12 février. En bref, sachez que demain s'ouvre à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, la 3e conférence des ministres africains en charge de l'état civil. La Côte d'Ivoire y sera représentée par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Cette conférence organisée par l'Union africaine mettra un accent particulier sur l'enregistrement des actes d'état civil et la bonne gouvernance. Aujourd'hui, 11 février, marque la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Occasion pour l'Union internationale des télécommunications, associée à d'autres institutions et ONG, gouvernements et entreprises technologiques du monde entier, de faire des campagnes en faveur d'une utilisation prudente et responsable d'Internet. L'édition 2015, placée sous le thème « Ensemble pour un meilleur Internet », vise à sensibiliser la population, particulièrement les jeunes et leurs parents, à l'importance de la sécurité en ligne. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Poste et des TIC, approfondit ces mesures afin de garantir la sécurité des internautes. Christelle Honda, Patricia Oumouetia. La date du 11 février 2015 est la journée mondiale pour un Internet plus sûr. Internet, véritable outil d'information, un espace de liberté où chacun peut communiquer, découvrir et partager. Le principe fondateur d'Internet est sa neutralité. Il exclut toute discrimination. Mais de récents développements, entre autres de la cybercriminalité, de l'arnaque, du harcèlement, portent un coup à la crédibilité de cet outil. Conscient de la situation, le gouvernement ivoirien a adopté des mesures sécuritaires pour la protection des données à caractère personnel. Nous avons identifié l'ensemble des utilisateurs de l'Internet. Ensuite, le gouvernement a pris une loi qui désormais qualifie tous les actes qui sont commis à partir du cyberespace. Et au niveau du ministère de l'Intérieur qui en charge les services de police, il y a une plateforme qu'on appelle la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. C'est l'occasion d'interpeller les jeunes internautes et leurs familles sur les droits, les devoirs et les responsabilités des internautes en ligne. Et il faut que tous, parents, enfants, nous soyons responsables vis-à-vis du cyberespace. Que les parents encadrent leurs enfants, que les enfants sachent qu'ils ont une responsabilité lorsqu'ils sont dans le cyberespace. Autre aspect de cette journée, c'est d'informer les jeunes sur l'utilisation d'Internet, les inciter à réfléchir sur leurs pratiques, mais aussi leur donner les outils sociaux et techniques pour profiter pleinement du numérique. La Journée mondiale pour un Internet plus sûr existe depuis 2004 et a été instaurée par les Anglo-Saxons. Voilà un projet du gouvernement ivoirien qui vise à endiguer le chômage et la pauvreté. Le projet d'assistance post-conflit lance 6 000 emplois pour des jeunes sans qualification, des emplois dans des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre. Dans la pratique, ces jeunes auront pour mission de curer les caniveaux et nettoyer les grandes artères. On fait le point avec Grace Kando.
Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre dénommés TIMO permettent de créer des emplois immédiats pour des jeunes sans qualification. Un pan du projet d'assistance post-crise mis sur pied par le gouvernement ivoirien en vue de lutter contre le chômage et la pauvreté. 6 000 emplois concernant des jeunes de 18 à 40 ans ont été prévus sur le plan national. Dans la commune d'Atekoubé, 450 jeunes ont été recrutés pour le projet TIMO. Ils auront pour tâche, entre autres, de curer les caniveaux, balayer les chaussées et trottoirs et entretenir les espaces verts. Cette activité va durer 6 mois. À raison de 20 jours par mois, normalement nous comptons 120 jours pendant les 6 mois. Au terme de ces 6 mois, les jeunes seront amenés pendant qu'ils travaillent à constituer une épargne, au terme de laquelle le PAPC va faire un complément que nous convenons d'appeler techniquement le matching grant, qui va être le don d'un montant équivalent à ce que le jeune aura épargné et justifié, pour lui permettre, au terme des 6 mois, de mener certaines activités qui sont génératrices de revenus. Une action saluée par les autorités municipales et les bénéficiaires. Je voulais dire un grand merci au gouvernement pour cette initiative et le conseil municipal et la municipalité saisissent l'opportunité pour l'intégrer à notre plan de rénovation urbaine. Parce que nous avons besoin de rénover notre cité au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau des comportements et de l'amour du travail, au niveau de la jeunesse. Donner de nouveaux repères aux jeunes. Que nous arrêtons de commander de gauche-droite, que nous travaillons à la sueur de nos fronts pour pouvoir obtenir notre pain. Nous sommes très contents. Cette cérémonie a été aussi l'occasion pour le maire d'Anhaut-Paulin d'équiper le centre de santé d'Atekoubé en matériel médical, ce qui va permettre une meilleure prise en charge des patients. La Côte d'Ivoire envisage de relever le niveau de son actionnariat au capital de la BAD et aussi de renforcer son pouvoir de vote au sein de l'institution bancaire. C'est entre autres l'un des points abordés lors du Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel du Plateau. Le point avec Awa Touré. La Côte d'Ivoire veut mobiliser des fonds sur les marchés financiers internationaux. Un emprunt obligataire de plus de 580 milliards de francs CFA va être lancé du 16 au 25 février à Londres, puis à New York et Boston. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté une communication à cet effet. Le Premier ministre sera donc à la tête d'une forte délégation, une délégation de haut niveau, et conduira donc une campagne de marketing itinérante au roadshow dans les capitales donc financières en vue de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux. Le Conseil a aussi donné son accord pour le relèvement du niveau d'actionnariat de la Côte d'Ivoire à la Banque africaine de développement. Dans le cadre de l'augmentation du capital de la BAD, 36 016 actions, soit 36 160 unités de compte, qui représentent environ 28 075 milliards de francs CFA, ont été alloués à la Côte d'Ivoire. Le Conseil a donc autorisé la souscription de notre pays aux actions disponibles. Cette opération permettra naturellement de relever le niveau de l'actionnariat de la Côte d'Ivoire au capital de la BAD et ainsi de renforcer le pouvoir de vote de l'État de Côte d'Ivoire au sein de cette institution bancaire. Au titre du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, il ressort de la communication relative à l'analyse des statistiques du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire 2014 que la balance commerciale est excédentaire. L'excédent commercial chiffré à 891 milliards de francs CFA s'est nettement amélioré par rapport à l'année 2013 avec une hausse de 75%. Cette hausse en 2014 s'explique par une faible diminution des exportations d'environ 361 milliards de francs CFA contre une baisse plus importante de 745 milliards de francs CFA au niveau donc des importations. Le Conseil des ministres a aussi décidé d'apporter une contribution au financement des activités de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. La contribution de l'État consistera notamment en l'octroi d'une subvention annuelle d'un montant de 250 millions de francs CFA et de bourses d'études au niveau national et international. Le gouvernement a par ailleurs salué le président de la République Alassane Ouattara dès son entrée dans la salle du Conseil des ministres pour la victoire des éléphants. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a pris part à la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de village de Kadjokro à Nikro. C'est dans la région de Toumoudi. Sur place, Ahmed Bakayoko a offert plus de 3 millions de francs CFA au peuple agban au nom du chef de l'État avant d'exhorter les cadres de la région à la cohésion et à l'entente. Abou Sanogo.
C'est une première pour le peuple Gban du village de Kadiokro Anikro dans la sous-préfecture de Toumoudi. Une femme est intronisée chef de village. Il s'agit de Nana Ondoli Amlandou. Elle succède à Nana Kwadio Kwasi qui a régné pendant 38 ans. Une intronisation aux allures des fêtes en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, de la présidente fondatrice de l'ONG Servir, Henriette Konambédié, des ministres Aoussou Kwadio Jano, Rémi Alakwadio et Raymond Goudou Kofi. Président d'honneur de la cérémonie, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a salué le peuple Gban pour sa grande mobilisation. Il a rendu un hommage à Henriette Konambédié pour toutes ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire avant d'exhorter la population Gban à s'approprier l'appel de Daoukro. Dans l'appel de Daoukro, il y a tout pour que la Côte d'Ivoire soit bien aujourd'hui et demain. Le soutien à la candidature du président Ouattara. Le parti unifié pour rassembler tous les enfants de Fouad-Boigny pour qu'une alternance naturelle découle, de sorte que tout le monde soit bien et content. Ahmed Bakayoko a également prodigué de sages conseils à Nanan Ondoli Amlandou, nouvelle autorité traditionnelle de Kadiokro Anikro. Vous pouvez compter sur le soutien du président de la République, sur le soutien du Premier ministre et sur le soutien de votre ministre de tutelle pour la réussite de votre mission. Soyez une chef qui rassemble son peuple, soyez une chef qui apporte du bonheur et du développement à son peuple. C'est ça que nous pouvons compter sur vous pour aider les populations de Kadiokro. La marraine de la cérémonie, Henriette Konambédié, et le ministre Jano Aoussou Kwadio ont salué les nombreuses actions de développement du président Alassane Ouattara en faveur du bien-être des populations. Plus de 3 millions de francs CFA ont été offerts. Certainement un problème technique. Vous pourrez revoir ce reportage dans nos prochaines éditions. Les travaux du pont de Jacquesville sont achevés. L'heure est maintenant aux préparatifs de l'inauguration de l'infrastructure. Samedi dernier, Marcel Amontano, directeur de cabinet du président de la République, s'est entretenu avec les chefs traditionnels pour recueillir leurs attentes avant l'arrivée du chef de l'État à Jacquesville. L'inauguration du pont serait prévue pour le mois de mars. À Gabriel Zani. Les chefs de village et de terre des 15 villages aladjans étaient tous présents à Avagou pour écouter l'émissaire du chef de l'État à quelques semaines de l'inauguration du pont de Jacquesville. Un pont attendu depuis des années et qui résoudra en partie les problèmes de chômage des jeunes et de l'inaccessibilité aux soins médicaux des populations. L'arrivée de Alassane Ouattara à Jacquesville est donc très attendue. Nous avons le sourire large parce que son Excellence le président Alassane Ouattara ne nous oublie pas. Et le pont de Jacquesville est prêt à être livré aux populations. Nous n'oublierons pas au niveau du programme présidentiel d'urgence les autres réalisations qui sont en cours dans nos villages. Le bitumage de la voie Jacquesville-Toukouzou-Ozalem fait partie des travaux en projet dans le programme présidentiel d'urgence. Marcel Amontano a aussi annoncé qu'un montant de 3,3 milliards de francs CFA sera mis à la disposition des populations. Nous avons validé le programme présidentiel d'urgence pour un certain nombre de régions que le président doit visiter dans le département de Jacquesville. Le président a donné son accord pour un investissement de 3,3 milliards et quelques pour régler les problèmes que vous avez égrenés tout à l'heure, notamment le problème de l'extension du réseau électrique. Avec la construction du pont, Jacquesville sera un pôle attractif. Le gouvernement est aussi en pourparlers avec les entreprises de pétrole et de gaz installées dans la région afin que les retombées financières de leurs exploitations servent aussi à financer les équipements sociaux de la commune. Le Conseil national de sécurité apporte son soutien aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le CNS vient de remettre des véhicules de type 4x4 et des fournitures de bureaux aux forces armées nationales. Geste apprécié par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des FRC, Soumaïla Bakayoko. Le récit d'Hamza Diaby. Véhicules de type 4x4, bureaux, armoires métalliques ou ordinateurs,
Ce sont autant de matériel destinés à l'équipement du Centre interarmé de formation initiale des militaires de rang de Séguéla et des soutes à munitions des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ces équipements ont été officiellement remis au FRCI par Alain Donvaï, le secrétaire du Conseil national de sécurité. Un don fait en présence de Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, et du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Alain Richard Donvaï en a profité pour féliciter les FRCI pour la baisse de l'insécurité. En témoigne l'indice de sécurité qui est passé de 3,8 à 1,3. Il a également rappelé que cette année s'annonce cruciale pour les FRCI avec les échéances électorales futures. Dans son mot de remerciement, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a tenu à rappeler que ce don du CNS n'est pas le premier. Il fait suite au récent équipement du bataillon du génie. Il a aussi rassuré que le matériel sera remis aux destinataires et qu'ils en feront bon usage. Le ministre des Ressources animales et halieutiques Obenan Kwasi Adjumani et ses pairs ont adopté l'avant-projet de règlement sur l'utilisation des OGM dans l'espace UEMOA. C'était à Ouagadougou au Burkina Faso le 5 février dernier au cours d'une rencontre qui a réuni les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques et de la recherche scientifique des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. On fait le point avec Hugues Weblé. La circulation et la mise en marche des produits issus de la biotechnologie, ces préoccupations ont guidé les travaux des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques dans les États membres de l'UEMOA. Ont été adoptées au cours de leurs travaux les conclusions et recommandations de la réunion des experts sur la mise en œuvre du programme régional de biosécurité de l'UEMOA et la prévention des risques biotechnologiques en Afrique de l'Ouest. Nous sommes venus ici pour mettre en place un avant-projet de loi qui porte sur la prévention des risques biosécuritaires. Vous savez que les OGM et leurs dérivés, pour nous, constituent un atout indéniable dans la nutrition des hommes et également dans l'aliment de bétail. Nous avons besoin de nous concerter pour avoir une vision commune en ce qui concerne les risques biotechnologiques, pour que, ensemble, nous puissions parler d'une seule voix. À Ouagadougou, les ministres ont réaffirmé leur engagement à rendre l'environnement dans l'espace communautaire favorable au développement de la recherche. Les ministres se sont engagés également à rendre l'environnement communautaire favorable à l'accès contrôlé et sécurisé aux biotechnologies modernes dans le domaine de la production agricole. C'est le vœu des chefs d'État de l'UEMOA. Dans l'actualité sanitaire, ces résultats encourageants pour les tests cliniques de l'antiviral japonais dans la lutte contre Ebola en Guinée. Des indices d'efficacité ont été relevés. Cette nouvelle donne devrait contribuer à enrayer la progression du fléau. Dans le même temps, le président Alpha Condé s'est rendu au Libéria pour une visite de solidarité à Ellen Johnson Sirleaf. À l'ordre du jour, les progrès de la lutte contre Ebola. Alexis Ouedraogo. Bonne nouvelle sur le front de la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà tué près de 9000 personnes. Alors qu'il n'y avait jusqu'à présent aucun remède, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale révèle qu'un médicament a permis de réduire significativement la mortalité. Après les premiers résultats d'un essai clinique mené en Guinée, il s'agit d'un antiviral fabriqué au Japon, le Favipiravir. Le Favipiravir, au départ utilisé contre la grippe, a été dosé puis testé sur quelques malades d'Ebola en Europe. Depuis décembre dernier, 80 patients guinéens l'ont reçu. Aujourd'hui, les résultats sont jugés acceptables. Un médicament qui pourrait à l'avenir être associé à d'autres traitements, comme le sérum d'anciens malades, sérum qui sera testé en Guinée dans les prochains jours. Après 10 mois de conflit et plus de 5000 morts, les dirigeants ukrainiens, russes, français et allemands se rencontrent ce mercredi à Minsk, en Biélorussie, pour tenter de mettre sur pied un cessez-le-feu durable dans l'est de l'Ukraine. Une réunion sous tension. Les Occidentaux redoutent que les belligérants russes et ukrainiens ne sabotent ce sommet de la dernière chance. Le point avec Alexis Ouedraogo. Le sommet prévu cette soirée doit réunir 4 dirigeants européens à Minsk.
L'Ukrainien Petro Poroshenko, le Russe Vladimir Poutine, l'Allemande Angela Merkel ainsi que François Hollande. Ils se retrouvent pour tenter de trouver les termes d'un accord de paix. Petro Poroshenko, qui est arrivé au pouvoir en promettant de mettre fin à la guerre, a résumé l'enjeu de ce sommet: offrir l'une des dernières chances d'instaurer un cessez-le-feu et retirer les armes lourdes. Face à cette échéance, les Occidentaux redoutent surtout que les belligérants russes et ukrainiens ne sabotent ce sommet. Une crainte légitime lorsqu'on sait que le président russe nie toujours l'implication de la Russie dans le conflit. Pour tenter de faire pression, les États-Unis n'ont cessé de hausser le ton contre Vladimir Poutine. De leur côté, les séparatistes pro-russes semblent montrer patte blanche. Il est 20h30, c'est la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.